Hello and welcome to the channel where today we are with Éclair TV. On est avec un artiste en tête-à-tête. C'est un artiste qui travaille depuis très longtemps. Une des premières vidéos que j'ai vues de lui, c'est une vidéo dans laquelle il répète de façon incessante un si gentil petit Martiniquais. On regarde. Tout de suite. Si gentil Martiniquais, un si gentil petit Martiniquais, un si gentil petit Martiniquais qui accepte tout, un si gentil petit Martiniquais qui ne produit rien, un si gentil petit Martiniquais, un si gentil petit Martiniquais, un si gentil petit Martiniquais. Abda Faye, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super, très bien. Ça fait une différence? Ah oui, il y a beaucoup d'eau qui a bien coulé sous les ponts là. Combien d'eau? Là, ça remonte. J'avais peut-être 25 ans, 25, 26. Est-ce que tu es surpris que ça ressort encore aujourd'hui, cette vidéo? Oui, beaucoup, parce que je pensais que la critique que je portais sur la société à l'époque, finalement, c'est encore plus critique maintenant. Et donc, c'est complètement d'actualité. Et tu fais ça toi-même, donc c'est une sorte d'autoportrait vidéo, mais on a d'autres autoportraits un peu plus récents, on va regarder, oui. en photo. Alors ici, c'est une série que tu fais, c'est de la photo, où tu mets des feuilles et des fleurs devant ton visage. Oui. Dis-moi. Oui, là c'est pendant le Covid. Et comme il n'y avait pas encore de masques, il fallait fabriquer des masques. Alors j'essayais de fabriquer des masques avec tout ce qui me passait sous la main pour être protégé. Parce que en entendant cette maladie, on a un peu peur. On dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et tous les essais que j'ai faits, je les ai photographiés pour donner par la suite, que puisse avoir une trame de l'histoire avant que le masque arrive. Oui, mais est-ce que... qu'est-ce que c'est en fait ça? C'est de la photographie? Qu'est-ce que c'est? Ou c'est juste... Après, c'est devenu... Avant, au commencement, c'était de l'archivage. Et après, quand j'ai mis sur le réseau, les gens aimaient bien. À ce moment-là, j'ai vendu quelques-unes. Donc, c'est devenu... Ce sont des œuvres d'art. Ce sont des œuvres d'art maintenant. C'est de la photographie. C'est de la photographie maintenant. Et, mais là, sur la plupart des clichés, tu utilises le fameux masque qu'on utilise tous les jours maintenant, le masque chirurgical, disons. Oui, oui. Et dans lequel tu mets des fleurs qui dépassent. J'écoute des choses. Voilà. Mais est-ce que... tu sais, ça me fait penser, je ne sais pas si tu... C'est marrant parce que des artistes parfois font des choses un peu sans le savoir, mais je ne sais pas si tu l'as fait à dessein. Parce que le masque, à l'époque de la peste, oui. Tu sais, le fameux masque avec le long bec, la raison pour laquelle il y avait un long bec, c'est parce que les scientifiques mettaient des feuillages dedans. Ah, ouais. Ah ouais. Ah, je ne savais pas. Ouais. Je savais pas. Et donc ils pensaient que les feuillages allaient filtrer quelque part l'air qui remontait, qu'ils respiraient, et que du coup ça allait leur permettre de respirer un air plus sain, quoi. Et là tu fais un petit peu la même chose, mais il n'y a plus la place, donc quelque part... ça dépasse le masque, tout ça. C'est dans la lignée. Ouais. Ah oui, ah oui. Est-ce que tu as pensé à la peste pendant le Covid? Non, j'ai plutôt pensé à comment trouver quelque chose, parce qu'en plus, comme j'avais été au Vietnam, et au Vietnam, les gens, ils ont des masques, j'avais acheté des masques à l'époque. Mais quand tu dis que tu avais été au Vietnam, tu revenais du Vietnam ou tu étais au Vietnam pendant... Non, je revenais du Vietnam, j'avais été avec mes enfants 3-4 ans avant. Ah d'accord. Et donc j'avais ramené des masques, et donc à partir de ces masques-là, j'ai essayé de fabriquer des masques. Et comme je n'arrivais pas vraiment, alors j'ai essayé autre chose, et puis voilà, ça a donné cette série-là. D'accord. On te voit souvent en Guadeloupe? Oui, ces derniers temps, oui. Non, plus que ces derniers temps, puisque tu as fait pas mal de poules art faire avec nous. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Tu as fait une expo, notamment une
Tu as fait 2 performances au moins avec nous à TNT, à Jarry. Ah oui, ah oui. Dont il y en a une où tu as explosé des bouteilles de verre sur le mur. Oui. Et une autre où tu faisais le chien. Ouais, j'ai pas la vidéo de ça, c'est dommage. Ah, j'ai une partie de cette vidéo que... non, je dis simplement que je ne l'ai pas aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, ah, ok. Ouais. Ah oui, mais la problématique du chien, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un symbole très fort au niveau du rapport avec l'oiseau, Hamid, qui a vraiment travaillé sur cette chose-là. Et puis aussi le chien qui a été transformé pour nous, pour nos ancêtres africains. C'est-à-dire que le chien qui vient... le chien qui allait chercher les esclaves, c'est un chien qui venait d'Espagne, qui était transformé complètement pour aller récupérer les nègres qui s'en allaient. Une histoire commune entre la Guadeloupe et la Martinique. Ah oui. Oui. Mais toi, tu n'es pas vraiment de Guadeloupe. Non. Pas vraiment de Martinique non plus. Pas vraiment de Martinique non plus. Explique-moi. Aussi gentil petit Martiniquais. Parce que ce qui se là, passe, quand même. Je suis né en Martinique, mais très jeune, j'ai commencé à prendre conscience que... Et puis, j'ai commencé à prendre conscience que je ne pouvais pas rester un seul endroit et qu'il fallait que je puisse aller découvrir tous les pays des différents ancêtres. Le seul endroit que j'ai pas eu la chance d'aller, c'est en Inde. Mais je pense le faire. Et ce qui est super intéressant, c'est, je me dis, pour que le Martiniquais puisse prendre conscience de sa martinicanité, il faudrait qu'il sorte du pays. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais toi, quand je discutais avec toi, j'ai l'impression que souvent tu te contredis. Ah oui, mais ça fait partie de beaucoup de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux dire quelque chose, et puis demain matin, je suis dans une autre humeur, je vais dire la chose, mais je vais l'améliorer. Ouais. Peut-être. Mais tu vois, on discutait de ça tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que Platon veut chasser les artistes de la cité. Pas parce qu'ils disent n'importe quoi, mais plutôt parce qu'ils disent et font n'importe quoi, et puis après, ils pensent qu'ils n'ont pas de responsabilité, quoi. C'est-à-dire que par exemple, quand je te dis, des fois tu dis des choses et tu te contredis, et tu dis, ben oui, et puis voilà. Oui, parce que... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, oui, et tu échappes à une sorte de responsabilité et c'est ton statut d'artiste qui te permet de faire ça. Un chef d'entreprise ne peut pas faire ça, par exemple. Tu vois, un homme politique, ça lui est reproché de façon forte. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que chaque geste de l'artiste, c'est une responsabilité. Et si on gardait toutes les responsabilités sous le dos, on ne pourrait pas avancer. Et donc, ce qui se passe, je me dis qu'aujourd'hui, je pense quelque chose de très fort. Et puis finalement, 2 jours après, je me rends compte, je lis un livre, je lis quelque chose, mais il y a quelqu'un qui discute avec moi, qui me dit, mais Abda Faye, tu as dit quelque chose, mais il y a telle chose qui se passe, je pense que ton analyse n'est pas intéressante pour ce moment-là. Et donc, je suis capable de dire, ah oui, et je peux m'améliorer. Oui, mais entre-temps, tu gardes ta liberté et ton cachet d'émancipation, comment on dit ça, quand tu peux pas être poursuivi, comment on dit ça, tu sais comment les députés, tout ça, je sais. Ils peuvent pas être poursuivis. Moi j'ai l'art de dire les choses et de pouvoir me libérer de ces choses que j'ai dit, mais en même temps je garde ma verticalité. Oui, mais en même temps, tu gardes une sorte de carte d'immunité. Oui, c'est ça, ouais. C'est tu vois, c'est un peu bon, on va revenir sur ça peut-être. Mais du coup, tu nais en Martinique, tu nais en Martinique. Oui, je suis né en Martinique. Et j'ai vécu toute ma petite enfance en Martinique. Ton père veut que tu fasses de l'escrime? Ouais, il voulait que je sois un bon escrimeur, mais malheureusement. Et tu conspires avec ta mère pour faire de la danse. C'est la conspiration, c'est une sorte de complot, quoi. Oui, parce que ma mère, elle tenait beaucoup à mon bonheur, parce que je suis un enfant qui était quand même assez fragile. Et elle tenait que je sois pas... que je puisse pas avoir d'autre chose que ma fragilité. Et donc à partir de là, quand j'ai dit que je faisais de la danse, elle m'a dit, bon ok, ton père ne sera pas d'accord, mais ça reste entre nous. Et elle m'a acheté les collants, les guettes, les t-shirts, tout ça, et puis j'étais faire de la danse. Mais ça devait être une sacrée gymnastique
de cacher ça dans la même maison tous les jours? Non, parce que mon père savait que tous les mercredis, j'allais faire du sport. J'allais faire du sport. C'est ça. Et ça a duré des années et des années. Hein. Et c'est un jour que mon père découvre, nous sommes en train de manger en famille, et il y a la télévision, et puis un spectacle du CERMAC qui s'appelait Soleil Noir. Et là, il me voit en train de danser. Il dit, mais c'est toi? J'ai dit, oui. Et ma mère dit, bon, tu te calmes, je vais t'expliquer. Elle part avec lui dans la chambre, et ils se parlent entre eux. Et puis après, mon père revient un peu stupéfait, mais bon. Est-ce que, tu sais, moi je suis un petit peu attaché à la relation père-enfant, donc je vois les choses un petit peu dans ce sens-là, mais est-ce que quelque part il n'y a pas une sorte de... Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tromperie, quoi, si du pauvre père qui, au bout du compte, l'éloigne aussi de l'enfant? Parce que la mère crée une sorte de complicité de quelque chose qui te tient à cœur vraiment, et exclut le père de cette complicité. Parce que le père ne considérait pas que un garçon puisse faire de la danse. Oui, mais est-ce que c'est une raison ou une excuse? Moi, je pense que ma mère, elle avait conscience que le bien-être était le meilleur médicament pour moi. Parce que j'étais un ancien asthmatique, je ne devais pas être ni trop gai, ni trop triste. Et ça pouvait me mettre dans des états incroyables le soir. En faisant de la danse, on pourrait penser que tu serais gai. Et en faisant la danse, mon père pensait que je serais un gay. C'est ça. Mais du coup, lui... Peut-être qu'il disait, comme effectivement il est peut-être plus fragile. Quand tu dis fragile, peut-être aussi peut être plus mince. Ouais, parce que moi je t'ai connu. J'étais très mince. Vraiment mince. Et il s'est dit, ouais, mon gars là, il est un peu mince, machin, il faut lui donner un truc un peu pour qu'il puisse. Tu comprends quoi? Un homme. Voilà. Mais ça allait aussi dans le sens de pallier cette espèce de fragilité que tu affichais. Oui, c'est sûr. Mais comme on dit, quand quelque chose d'artistique t'attrape, tu ne sais pas comment te sortir, alors tu fais toutes les choses qu'il faut. Alors, il fallait que je travaille bien à l'école, il ne fallait pas que je fréquente des gens bizarres, il fallait tout sortes de trucs comme ça, et j'ai respecté tout ça. Et je pense que la rigueur de mon père m'a permis d'avoir une hygiène de vie assez intéressante. Et du coup, tu continues la danse. Oui. Et tu deviens danseur professionnel. Oui. À un moment, tu fais danse et tu travailles dans un resto. Oui. Mais au bout d'un moment, la danse finit par te nourrir. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que la danse, c'est... Comme on dit, c'est un métier où au commencement, on pense que c'est la liberté. Alors on est tellement content de danser qu'on ne se rend même pas compte que nous sommes exploités par tout le monde. Nous sommes exploités par le chorégraphe, par les répétiteurs, par le monde du spectacle. Et donc, il y a un moment, je me suis retrouvé dans un dilemme où est-ce que je veux continuer à être exploité? Oui, mais être bien payé. Et la danse, à l'époque, les danseurs, ils n'étaient pas du tout bien payés. On faisait ça vraiment par amour de l'art. Et à un moment, je me suis dit, bon, en plus, mon corps commençait à être fatigué, parce que quand je prenais 5 minutes pour faire un échauffement, où je fais un grand écart, je fais un grand battement, je fais un arabesque, tout ça, de trucs comme ça, et puis après, quand je me retrouve à faire 2 heures d'échauffement et je n'arrive pas à faire le quart de ce que je faisais avant, le corps te demande de te calmer. Oui, mais entre-temps, quand même, tu vis de ça. Ah oui, je vis de ça. À tel point que même quand tu arrêtes de faire de la danse pointue, c'est la danse moderne, ce genre de choses, qui te demandent des grands écarts, tu continues à danser dans les ballets martiniquais. Oui. De façon internationale. Oui. Et c'est là qu'en même temps, ta carrière d'artiste, ça te laisse le temps aussi de glisser, comme tu dis. Explique-nous. Ce qui se passe, c'est que... L'artiste peintre, parce que danseur, c'est aussi artiste. Oui, ce qui se passe, c'est que après avoir fait tout ça, il y a un moment, je me sentais un peu prisonnier, je sentais pas cette liberté que j'avais pour la danse. Et finalement, cette liberté va se transfigurer doucement, ça va aller doucement vers la peinture, que je faisais déjà, hein, mais je faisais ça pour m'amuser, pour me décontracter comme une méditation. Et après, j'ai commencé à travailler, à structurer ce que je faisais, mais j'avais aucune notion où ça allait m'amener.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que grâce à la danse, j'ai pu gagner de l'argent après et j'ai pu acheter mon matériel, développer mon travail au maximum. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Et ça a commencé au Cermak? Ah oui, c'est le Cermak. Hein. Avant que ça s'appelle le Cermak, c'était l'Omdac, qui était tenu par Yves-Marie Serraline, parce qu'Yves-Marie Serraline avait été l'invité d'Aimé Césaire. Et à partir de ça, Yves-Marie Serraline a invité beaucoup de monde, tels que Maxilla, Luc Marlin, tout ça, à venir faire les ateliers. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est ça. Et Jean-Claude Lamondière, qui était danseur, et il était responsable de l'atelier danse traditionnelle. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous parler, vite fait, de l'ambiance de la Martinique à ce moment? Moi, j'y suis arrivé vers la fin, si tu veux, vers la fin de la comète quelque part, tu vois. Il y avait encore le Cermak, ou peut-être j'étais carrément en plein dedans. Mais toi aussi, tu es rentré dedans dès le début, en fait. À partir de 74, moi. Carrément. Oui. Et parce que tout ça, c'est l'émanation d'Aimé Césaire, du Parti progressiste, etc. Donc on peut dire que tu es carrément né, en fait, de cette politique d'Aimé Césaire, d'avoir un programme et un lieu pour l'affirmation culturelle du peuple martiniquais et de la culture martiniquaise. Ce qui se passe, c'est que Aimé Césaire était venu avec M. Piéjos. Pierre Josse. Non, Piéjos. Piéjos, c'est oui. Piéjos, c'est son nom de famille, c'était le comptable. Je crois que c'était soit conseiller municipal, mais il était responsable de la comptabilité. Mais en Martinique? En Martinique, oui. D'accord, je croyais qu'il était venu avec un gars de France. Non. Ouais. Et ce qui se passe, ils sont venus parce que mes parents n'avaient pas de maison. Et ils avaient une maison entière battue qu'ils louaient, tu vois. Et finalement, il y a un voisin, une connaissance, qui a dit, mais va à Gossois, il y a des terrains. Et ils ont récupéré un morceau de terrain et le maire de Fort-de-France est venu arpenter. Il est venu voir qu'est-ce qui se passait. Et les gens ont donné un coup de main à mes parents à monter une maison rapide, hein, une maison rapide. Et à partir de là, le maire de Fort-de-France est venu regarder comment on était situé par rapport à la rivière. Et puis à partir de là, il a dit à mes parents, nous sommes sur le point de monter des centres culturels. Il faudrait que vous envoyiez votre enfant faire de la culture. Et donc, nous, on ne savait pas que c'est... Moi, personnellement, gamin, je jouais au football de temps en temps, je fais des trucs, mais je ne savais pas que c'était la culture. Et après, mon père a dit, ah oui, il n'y a pas de problème, monsieur le maire, tout ça. Mais ça ne l'a jamais intéressé. Et c'est ma mère qui a dit, qui a demandé où ça se passe. Alors, il y avait un centre culturel qui allait se monter à Trénel-Citron. Et là, ta maison était où? À Gossois. C'est-à-dire que Trénel, il y a Trénel. Et à Gossois, c'est sur la route de Balata, non? Non. C'est où? Non, c'est vers la Carrière. À Chelcher? Non, à Fort-de-France. C'est un quartier vraiment... Mais c'est du côté de Chelcher, c'est de Vassor, du côté de Trénel? Non, ça fait Trénel, Canal Trénel, Gossois, Citron, Berge de Briand et de Briand. Donc c'est jusque là-haut, alors. On peut monter jusque là-haut. D'accord. Oui. Et à partir de là... Je veux dire, pour ceux que c'est perché, quoi. C'est perché, hein, c'est perché. En plus, c'est un quartier qui est près de la rivière, qu'on a créé. Parce que les gens qui ont créé ça, c'est les gens qui sortaient des campagnes, qui venaient travailler à la carrière de Citron. Et comme ils n'avaient pas de maison, alors ils ont squatté toute cette partie-là. Ils ont créé un quartier, ce qu'on appelle l'Acou. Ils ont créé un espace, l'Acou, où toutes les maisons étaient assez approchées. Et il y avait une personne qui gardait tous les enfants, tout ça. Il y avait toute une histoire dans ces quartiers-là. Et toi, tu n'étais pas loin? Et j'étais pas loin. Ouais. Et donc... Et donc, ce qui se passe... Papa Césaire fait ça, donc toi, tu vas à l'Omdac qui devient le Cermak. Mais avant ça, mon père m'inscrit dans un truc de sport. Et après, je rencontre une fille qui s'appelle Sonia Marc, qui est très connue en Martinique, qui s'appelle La Soso, qui faisait de l'escrime et qui me dit, bon, Abdafaï, c'était pas Abdafaï, c'était Jean, avec le bras que tu as, le bras de garde que tu as, tu pourrais faire du damier. Je ne savais pas que c'était. Et à partir de là, je vais avec elle à l'Omdac, et là, je découvre
le ballet, je découvre des choses comme ça, et là, je ne sors plus. Les danses martiniquaises sont un petit peu différentes de celles de Guadeloupe. Ah oui, c'est très Nous, différent. on n'a pratiquement qu'une seule, c'est le grouka avec le zouk qu'on a quand même en commun. Et là, on avait la biguine, plus tellement, la quadrille ou le quadrille, je ne sais pas ce qu'on dit. Nous avons ça aussi. Mais vous avez la mazurka, le damier, le ballet. Le ballet à 8 figures. Oui. Et c'est déjà ça. Oui, c'est sûr. Oui. Et le damier, c'est ce qui ressemble le plus à la capoeira. À la capoeira, oui. Parce qu'il y a une différence entre le damier et le ladja. Le ladja, le ladja, tu donnes les coups. Normalement, c'est des vieux nègres qui faisaient ça. C'est des gens, ils attendaient le 11 novembre, 14 juillet, à la place de la savane pour régler les comptes. Oui, les fêtes populaires. Les fêtes populaires pour régler les comptes. Le carnaval. S'il y avait un problème avec quelqu'un, il attendait qu'il entre dans la ronde avec son tambouillet, qui avait des trucs assez spécifiques du syncrétisme religieux et qui pouvait très bien esquinter quelqu'un, le tuer, avec un coup de pied monté, des trucs comme ça, etc. C'était des moments bien spécifiques. Et le damier, on montre les coups, on ne donne pas les coups. Ah, ok. Oui. Et donc, toi, si tu rentres dans la danse par là. Oui. Et après, on revient à la peinture. Ok. Avec Luc Marlin. Avec Luc Marlin. Donc, c'est pratiquement ton interlocuteur principal au CERMAC. Avec peut-être René Louise qui s'occupe un peu, mais c'est plutôt Luc Marlin. Il n'était pas encore là, René Louise. Et là, tu commences à faire ce que tu appelles les découpes. On a quelques photos. Les découpes sérigraphies, je commence à faire. Et donc, Luc Marlin avait mis en place un atelier où tu pouvais... Il ne voulait pas de crayon ni de gomme. Et donc, avec le cutter, il t'apprenait à manipuler le cutter comme un couteau. Et au fur et à mesure... On a les découpes. Ouais. Et au fur et à mesure, on met en place cette découpe-là. Le papier est plié en deux. Et tu coupes le milieu. Et quand tu l'ouvres, ça te donne la symétrie. C'est ça. Et donc... en faisant beaucoup de découpes à la fin, tu te crées un style, comme on dit. Parce que quelqu'un qui commence la découpe en même temps... Il y en a une autre ici. Oui, là c'est tout le travail que j'avais fait autour du masque. Ce sont des découpes qui ont plus de 30 ans. C'est ça. Mais tu dis que ta première expo, particulièrement de découpe, tu la vois plus comme une exposition d'artisanat. D'artisanat, oui. Mais tu parles de ces œuvres-là ou c'était d'autres choses ? De ça. De ça. Oui. Mais est-ce que maintenant tu regardes ça toujours, ça comme de l'artisanat ou différemment ? Oui, parce que normalement je le prends comme ça, et puis je le mets sur un t-shirt, je fais un pochoir, ça reste toujours de l'artisanat quand même. Mais pas pour moi. Parce que c'est marrant, parce que si tu veux, c'est pas le... Parce que là, c'est une œuvre originale, c'est pas quelque chose que tu as copié d'ailleurs. Donc c'est aussi l'expression de ton imagination. Oui. Et puis, tu sais, pour moi, parfois, à travers on a le sentiment d'une liberté nécessaire à l'artiste pour s'exprimer. Tu vois ? Oui. Mais parfois, la contrainte permet de faire apparaître des choses qui vont être là de toute façon. Et donc, quand tu as une contrainte, par exemple, celle de que Luc Marlin t'impose il y a 30 ans, tu vois, c'est-à-dire de ne pas utiliser de crayon, de ne pas utiliser de peinture, et d'utiliser que le papier et la découpe pour faire apparaître une forme, ben, regarde, ça fait quand même des masses qui, au bout du compte, 30 ans plus tard, ont toujours une aussi grande puissance esthétique et visuelle, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, je sais pas. Moi, je vois pas très bien, mais bon, c'est toi. Et parce que, du coup, qu'est-ce que ça devient ? Donc toi, tu commences à faire ça, mais tu prends pas ça vraiment pour de l'art. Non. Et comment tu vas... À quel moment ça va devenir de l'art ? Au moment que ça va venir de l'art, c'est au moment que... pour toi ? Que je vais commencer à aller dans les grands formats de découpe avec encore plus de complications. Parce que là, la découpe, là, comme les brides sont très grandes, alors c'est pas... Par contre, plus les brides sont petites, plus ça devient... ça demande de la dextérité. Et là, ça devient quelque chose de très artistique, là. Est-ce que tu as le sentiment qu'il faut souffrir pour être reconnu comme artiste ou pour accéder au statut de l'art? Est-ce que ça peut pas être
facile? Ça peut être facile, mais même dans la facilité, il y a la souffrance. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a besoin de... Un geste, normalement, on a besoin de le décortiquer, de le répéter, de le transgresser pour qu'on puisse arriver à le faire. Et c'est pourquoi il y a une certaine forme de... Dans la danse? Pour moi, la peinture, c'est un geste. C'est la continuité de la danse qui fait que je puisse faire. Et tellement... un peu la même pratique, la même pratique que tu as sur toi, c'est-à-dire dans la danse, pour faire le mouvement correctement, il faut le répéter jusqu'à ce qu'il soit naturel. Ouais, et comme ça, il est beau, il a l'air de sortir de nulle part. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est un peu la même discipline que tu t'imposes au niveau de la peinture. Dans la peinture. C'est-à-dire que tu y vas, tu travailles, tu laboures, quoi. Oui. Et quand j'ai un thème, par exemple, je commence à faire des dessins. Après, je commence à travailler avec les pastels. Et quand je commence à avoir quelque chose, je fais des petits formats. Et quand vraiment je maîtrise les petits formats, je fais les grands formats. Mais j'ai besoin de vraiment aller et puis épuiser la thématique. C'est ça. Et même à contre-courant, c'est-à-dire que même si tu as des embûches entre-temps, même si là où tu es au moment où tu le fais n'est pas forcément reconnu comme ayant une valeur, ou peut-être même toi tu doutes quand tu dis que ta découpe n'est pas forcément de l'art, c'est plus de l'artisanat, mais tu continues parce que tu sais que c'est en continuant comme ça que tu vas accéder. Je vais accéder, c'est sûr. Et donc tes premières expositions sont dans la continuité de ce chemin. Et tu fais notamment une expo où tu exploses des bouteilles contre le mur. Oui, alors ce qui se passe à l'époque, il y avait tout un truc, parce qu'à l'époque que j'ai fait ça, M. Honorien, qui est un grand peintre martiniquais. Mais explique-nous d'abord ce que c'est. Tu fais ça, tu fais quoi? Ce que j'appelle là, c'était plus une façon de faire ma propre promotion. Mais qu'est-ce que le geste, c'est quoi? C'est que tu prends des bouteilles. Je prends des bouteilles, je remplis des bouteilles de bière, je remplis de peinture, de l'eau et de peinture. De peinture liquide, très liquide, oui. Et très colorée. Oui. Tu les bouches. Je les bouche et puis je mets des tableaux en bois, des morceaux de contreplaqué que je fais couper, que je blanchis, je le mets sous tous les murs, je mets un plastique au sol pour ne pas salir trop le sol, et je balance les bouteilles. Quand les gens sont là, c'est une performance et en même temps ta pratique artistique. Et après je les vends. Et donc tu as toutes tes bouteilles remplies de couleurs différentes par terre. Et quand les gens sont là, tu commences à les exploser sur les tableaux. Parce que les gens, quand ils arrivent, ils voient les bouteilles au sol, ils pensent que c'est l'exposition, avec les panneaux blancs, tout ça. Et puis là, je dis, bon, ok, bienvenue, etc. Quelqu'un me présente. Et puis après, je balance les bouteilles. Et après, ça dégouline. Et après, il y avait une fille qui travaillait avec moi, qui venait mettre le nom et mettait le prix. Et ça s'appelait le véromorphisme. Ah ouais. Et du coup, tu as fait ça la première fois quand? J'ai fait ça, ma première exposition, dont ça monte à 81. Et la dernière fois? La dernière fois, j'ai fait... C'est chez nous. Ouais. En 2000 quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre presque 20-30 ans plus tard. Ouais. Avec, pareil, un effet quand même assez... ah oui, ça donne quelque chose assez fort. Hein. Et là, quand tu fais ça, tu as un petit groupe... un petit groupe, le groupe est petit de nom, mais c'est pas à dire que c'était pas important, mais tu as un petit groupe de plasticiens qui après deviennent un peu les plasticiens les plus importants de la place, avec, je pense, il y a René Louise, il y a Pierre-Édouard, il y a René Louise, Pierre-Édouard, Nivor, Laouché. Laouché n'était pas encore là. Si, il était dedans. Laouché, non. Non. Ah non, c'est l'école Négro-Caraïbe. Oui, Négro-Caraïbe. Il y a Tibus Fortuné, qui est le mentor. Charles-Édouard aussi. Il y avait Charles-Édouard aussi. Oui. Et donc avec Coudin-Tébia. Coudin-Tébia de Guyane. Oui, de Guyane. Oui. Et donc eux, ils écrivent je ne sais pas s'ils écrivent, mais ils se manifestent contre toi. C'est plus René Louise qui dit que je suis un peu un charlatan, que ce que je fais, c'est pas de l'art, tu vois, c'est trop difficile à faire de l'art pour faire un truc comme ça, tu vois. Et voilà. Mais là, parce que René Louis, c'est un gars qui débarque en Martinique quand même avec en poche un doctorat en histoire de l'art. Oui. Voilà, et où il défend une thèse qu'il appelle le maronisme moderne. Et donc,
Et toi, tu es un peu autodidacte, Je suis tu reviens de Grosse Roche. Je viens de la danse, j'ai fait des trucs. Ouais. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Et puis... Mais pareil, tu fais ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire que tu continues. Ah oui. Et personne, chaque fois que je faisais quelque chose, jusqu'au moment où la presse a demandé si je vendais du blabla, si j'étais un charlatan. Et parce que tout le monde faisait passer que j'étais quelqu'un qui était complètement en dehors des normes. Et exemple, j'avais fait une exposition où j'avais mélangé la farine. Le texte c'était je suis pas africain, je suis pas asiatique. Je ne suis pas européen, je ne suis pas tout ça, etc. Mais je suis tout ça en même temps. Et comme je suis tout ça en même temps, je prends deux choses qui symbolisent l'absence et la lumière, la farine et le charbon, et je le mets là-dedans, et j'agrafe un morceau de papier, une sorte de carte, et je le vends. Et donc là, ils n'ont pas du tout apprécié. Mais tu l'exposes. Je l'expose. En tant qu'œuvre d'art. Oui. Voilà. Donc tu es presque les premiers ready-made de Martinique, un peu comme Marcel Duchamp et l'Urinoir et tout ça. J'ai fait des choses comme ça. Et puis en plus, il y a aussi, j'avais fait une exposition aussi où j'avais mis des ratières partout. Et je me souviens que le jour que je vendais la farine, il y avait un professeur de l'école des Beaux-Arts de Martinique qui s'appelle Sergio. François Sergio, qui m'avait encouragé. Et tout le monde disait, mais c'est pas possible qu'il fasse un truc comme ça. Et donc, même là, ce jour-là, j'ai eu Raymond Médélis, parce qu'on avait fait une exposition de groupe. Raymond Médélis qui avait enlevé sa toile, Ouakad avait enlevé son œuvre aussi. C'était une exposition où? À la Galerie Honorien, au Cermac. D'accord. Que j'avais organisé. À l'expo? À l'étage, oui. Et que j'avais organisé, et ils ont enlevé leurs œuvres. Ils ont dit, en protestation contre ton œuvre. Contre ce que j'avais fait. Et ce que tu avais fait, c'était des ratières? C'était des ratières que j'avais mis partout, et puis j'avais mis du charbon et tout ça. Et puis je le vendais 150 francs. Et en plus, il y a quelqu'un qui l'a acheté 150 francs, et là, les mecs ont dit, ah non, là, c'est trop. Ils ont enlevé leur toile, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'ils aient enlevé leur toile? Moi, je me dis, c'était un beau geste, parce que moi, je me dis qu'on fait un geste performatif. Bon, à l'époque, j'appelais pas ça la performance, je faisais ça. Et tu te dis ça maintenant? Hein? Tu te dis ça maintenant? Oui. Et à l'époque? Mais à l'époque, je me disais... Est-ce que ça t'a fait de la peine? Ça m'a embêté. Je me suis dit que j'ai préparé toute cette exposition pour que tout le monde soit superbe, etc. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais un plan média, tu collais toutes les thèmes. Ah, parce qu'en fait, c'est toi qui avais préparé aussi. Oui, tu avais organisé l'exposition. Oui. Et tu prépares la carte d'invitation, tu vas chercher des sponsors, tu prépares tous les thèmes le soir, tu envoies tout pour tout le monde. Les communiqués de presse, il fallait prendre un taxi pour chaque fois aller déposer tous les communiqués de presse. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et après, quand l'exposition se passe assez bien, mais parce que toi, en tant qu'organisateur, tu fais un truc qui les dérange et tout le monde enlève les œuvres. Et quand tu dis que tu fallait prendre un taxi, parce qu'en fait, tu n'avais pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture, non. C'est ça. Oui. Il y avait un gars qui m'aimait bien, qui me faisait un forfait et qui m'amenait amener tous les communiqués de presse auprès de Laurentine, à France-Antilles, sur la route de Chelcher, l'ancienne route de Chelcher à RCI, à Clairière à Martinique, c'était RFO, tout ça, etc. C'était vraiment... Et dans tout ça, tu vis 3 ans à Paris. Oui. C'est quand dans tout ça? Alors, ce qui se passe, c'est que je rencontre une femme, une Suissesse. Encore je rencontre une Suissesse. C'est la première fois qu'on en parle. Et donc, on vit super bien en Martinique. En Martinique. En Martinique, et puis après, elle décide de repartir. Tu as déjà fait tes premières expos et oui, tout ça? j'ai déjà fait tout ça. Et je continue à faire de la danse un peu. C'est ça. Et puis, finalement, elle décide de repartir. Et moi, je décide de la retrouver. Et donc, je vends tout, etc. Et puis, le temps que je vends, ça prend 6 mois que je me libère de beaucoup de choses, que j'arrive à classer, à mettre toutes mes peintures dans le poulailler de mon père. Toutes sortes de trucs comme ça. Mais il n'y a déjà plus de poules? Non, il n'y avait plus de poules. D'accord, donc mais quand tu dis ça, on a l'impression que les peintures sont avec les poules dans le poulailler. Il n'y avait plus de poules, mais je mettais que le poulailler était vide. Et comme je n'avais pas d'endroit pour mettre mes peintures, mes livres, tout ça, j'ai mis ça dans le poulailler. Et puis après, je suis parti. Et quand je suis arrivé là-bas, finalement, elle avait complètement changé.
elle avait déjà trouvé l'atelier, elle avait déjà trouvé le lieu que je devais travailler, elle avait tout ça d'être comme ça, et donc je me suis senti un peu enfermé. Et une semaine après, je suis parti. J'ai tout laissé, j'ai tout plaqué, je suis arrivé à Paris. Et je voulais retourner en Martinique, et finalement, un copain à moi, Guy Jacquemin, qui est qu'est-ce qu'elle est devenue, la pauvre Suissesse qui avait préparé? Ah non, après, j'ai dit que si je ne revenais pas dans les 15 jours, ça veut dire que c'était fini. Et finalement, je ne suis pas revenu. Et donc, elle a refait sa vie, elle a fait ses trucs. Et donc, un peu... Ah, mais tu sais, quand nous sommes jeunes... En anglais, on dit it's a little cold. Ah non, quand on est jeune, on est insouciant. Moi, je sentais que j'étais emprisonné, que la personne que j'avais connue, c'était pas la même personne. Elle devenait comme une marâtre. Mais parce que quand tu es arrivé, elle contrôlait aussi l'ensemble des éléments de ta vie. Ah ouais, de tout ça. De façon structurelle. Ouais, c'est que l'appartement c'était elle, ton atelier c'était elle. Tout. Et du coup, voilà. Ah ouais. Et là, je me suis senti tellement mal qu'il me fallait partir. Et je suis parti tout de suite après, je suis arrivé à Paris. Et quand je voulais prendre l'avion pour retourner en Martinique, j'ai rencontré ce copain qui s'appelle Guy Jacquemin, qui est un artiste plasticien qui vient à Nogent-sur-Marne, et qui m'a dit, mais reste dans l'atelier, tu vas travailler, tout ça. Et à partir de là, je suis resté 3 ans, en faisant la navette Martinique, tout le temps. Et à un moment, tu rencontres aussi un artiste qui organise un fameux salon des peintres, des peintres et sculpteurs de l'outre-mer. Oui. C'est un truc auquel on m'a demandé 50 fois de participer. J'ai toujours refusé. Je ne sais même pas pourquoi moi-même, en fait. Mais toi, tu y as participé plusieurs fois. Et ça t'a aussi ouvert un peu... des horizons sur Paris et sur d'autres choses. Parce que sur Paris, je connais personne. Déjà, même si j'ai beaucoup de familles qui viennent... Mais cet artiste de Nogent-sur-Mer... Sur-Marne. Oui. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Mais c'était au même moment ou pas? C'est à peu près la même période. Et lui, il y expose à ce salon? Il expose dans ce salon. D'accord. Et puis il me dit, ce serait bien que... Et c'était qui était responsable du salon? Il s'appelait Marcellus. L'artiste dont tu parles. Oui. C'est lui qui était à l'origine de ça? Marcellus, oui. Mais c'était aussi produit par le ministère de l'Outre-mer? Par le ministère de... Ou la ville de Paris? Non, la ville de Paris. D'accord. C'était la ville de Paris. C'était soutenu financièrement par la ville de Paris. Il y avait les catalogues, il y avait tout ça, il y avait les réceptions, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que Marcellus m'accepte en tant qu'assistant pour l'aider à monter l'exposition, tout ça. Et puis au fur et à mesure, comme il voit que je travaille bien, que je suis curieux, il me met sous son bras, il me permet de faire pas mal d'expositions dans Paris à l'époque. Ouais, en plus du salon, quoi. Du salon, oui. D'accord. Et ça dure 3 ans? Et ça dure 3 ans, oui. À peu près? À peu près, oui. Tu dis 3 ans, mais c'est plus 5 ans, en fait. Oui. Et tu rentres en Martinique? Et après, je retourne en Martinique. Parce que? Je retourne en Martinique parce que je me dis que si je veux vraiment développer mon travail, c'est en Martinique que je peux le développer. C'est pas contradictoire? Non, c'était pas contradictoire parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai pris plusieurs cartes d'abonnement, un à Beaubourg et un au musée du Louvre. Et à Beaubourg, j'ai vu toutes les vidéos, pour l'histoire de l'art, j'ai ramassé beaucoup. Et puis à un moment, quand je faisais ma peinture, j'ai fait une exposition dans le cadre de cette la dernière exposition que j'ai faite avec les peintres de l'Outre-mer. Et les gens ne reconnaissaient pas mon travail. Les gens disaient « Ah, mais qui a fait ça ?» Et puis on disait « Abdafa ». Et puis il y a même, comment il s'appelle, Michel Rovelas, qui exposait et qui a vu le travail, qui a dit « Ah, mais c'est intéressant, tout ça ». Et puis Marcellus a dit qu'il allait me le présenter. Et quand Michel Rovelas m'a rencontré, il m'a dit « Il y a un chemin là-dedans, mais il manque quelque chose, tu dois travailler encore ». Et c'est à partir de là, le questionnement, c'était est-ce que je retourne en Martinique ou pas? Parce qu'il manquait... Mais est-ce qu'il manquait quelque chose, tu veux dire, formellement? Formellement, je pense. Ou il manquait quelque chose dans... C'était trop esthétique. C'était simplement esthétique. Il n'y avait pas... Mais attends. Donc, il y a d'un côté, Michel te dit, ouais, il manque quelque chose, et toi, tu dis oui, pourquoi pas. Ouais. Mais de notre côté, tu dis que aussi tu n'arrivais pas à être reconnu. C'est-à-dire que ça fait 2 ans, 3 ans, presque 5 ans que tu exposes régulièrement, tu tournes, mais il y a une sorte de reconnaissance
qui n'apparaît pas. Qui n'apparaît pas, oui, c'est voilà. ça. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il manque quelque chose dans ton travail? C'est dû au fait de qui tu es? C'est-à-dire qu'à un moment, tu as commencé à le dire, mais tu as changé un petit peu, que les gens, ils regardaient ton travail, ils trouvaient ça intéressant, mais quand on leur dit c'est Abda Faye, est-ce qu'il y a une sorte, est-ce qu'il se passe quelque chose entre le fait de ce qu'ils ont vu et l'association avec qui l'a fait, ouais, il y a une sorte de décalage. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y a un décalage? Il y avait le décalage total. C'est-à-dire que si tu t'appelais d'un autre nom, peut-être ça irait. Ça irait, oui. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions, tu vois. Et puis, après, je suis rentré en Martinique. Et une fois de plus que je rentre en Martinique, je rencontre une femme qui... ma vie, tout ce que j'ai fait, ce que j'ai pu réaliser, c'est grâce aux femmes. Non, faut pas dire ça. Non, je t'assure, ma mère... Mais ton père, quand même? Non, mais mon père... Toi-même, tu dis la rigueur que tu as... Mon père m'a donné une rigueur... Que tu as gardée, qui t'a permis quand même de gagner ta vie. Oui. C'est la rigueur. La sensibilité te permet de faire les œuvres d'art, mais c'est la rigueur qui te permet de gagner ta vie. Hein. Oui, c'est sûr. Mais ce qui se passe, c'est que... Et l'artiste peintre de Nogent-sur-Marne, c'est pas une femme? Non, c'est pas une femme, c'est sûr. Et l'artiste peintre du Salon de l'Outre-mer? Marcellus aussi, ouais, c'est vrai. Et l'artiste peintre de Poulard de Fer et de New York, des peintres de Fer. Tu es venu exposer à New York aussi? Oui, je suis venu exposer à New York aussi. Donc tu disais que tu rentres, au bout d'un moment, Paris c'est bon, tu as fait le tour, tu sens que c'est pas pour toi pour l'instant, tu rentres à Martinique et tu rencontres? Et je rencontre cette Québécoise et dont je me mets un projet de partir au Canada. Elle est jolie? Très belle femme, musicologue, vraiment avec une tête incroyable. Et jolie comment? C'est une très belle femme. Mais on a besoin de savoir c'est quoi jolie pour toi. Jolie pour moi, c'est quelqu'un qui... Ne nous dis pas qu'elle a un bon caractère, un bon fond. Non, c'est quelqu'un... Non, je veux dire... c'est quelqu'un... elle a de longs cheveux, elle a de longs cheveux, des grands yeux. Elle a des yeux... je pense qu'elle a plus des yeux amérindiennes. Et puis... et le reste, ça va ou... Elle avait une façon de s'habiller qui m'intéressait beaucoup. Comme si tu n'entends pas la question. Donc, tu tombes amoureux du Canada. Et donc, je décide de partir à Montréal. Et finalement, je vais rester 3 mois à Montréal parce qu'entre-temps, elle décide qu'elle va au Burkina Faso. À l'époque, c'était la Route Volta. Ça s'appelait pas Burkina Faso, ça s'appelait la Route Volta. Et donc, moi, je décide que je ne vais pas retourner en Afrique, tout ça, et je retourne en Martinique, finalement. Et à partir de là, je commence à travailler. C'est ça. Et donc, tu commences à travailler et qu'est-ce qui se passe alors? Alors, ce qui se passe, je commence à développer mon travail, tout ça. Et tu es au Terre-Saint-Ville? Au Terre-Saint-Ville. Et tes premières expos tu retournes faire des expos au CERMAC? Au CERMAC, je retourne à faire au CERMAC. Je fais à la bibliothèque du Lamentin, je fais à la bibliothèque Schellcher. J'essaie de faire même 1 ou 2 expositions par mois. Parce qu'il fallait que je fasse un maximum d'expositions pour gagner un peu d'argent, parce que je ne vendais pas beaucoup, sauf les t-shirts que je vendais qui me permettent de payer le loyer. Mais là, j'étais obligé. Mais tu dansais encore un peu? Je dansais un tout petit peu, oui. Mais en Martinique ou tu continuais déjà à voyager? En Martinique. En Martinique. Et donc, là, c'est compliqué? Là, c'est compliqué. Et donc, je suis obligé de faire un maximum d'expositions. Donc, je monte une exposition par nuit, en faisant des découpes, faisant des t-shirts pour que je puisse essayer de gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. Mais au bout du compte, tu n'as fait que ça. Oui. Tu as été artiste et tu as aussi organisé des expositions. Oui. Mais tu n'as pas fait un autre travail, en fait. Tu as passé ta vie dans l'art. Dans l'art, et puis je faisais de la restauration aussi. C'est ça. Et tu rencontres encore une Française. Ouais. Mais cette fois-ci, comme elle reste en Martinique et tu restes... Et là, je reste en Martinique. Et tu restes avec elle? Oui. 2 enfants? 2 enfants, tu vois. Et pendant c'est la période où je monte l'exposition qui s'appelle l'Enfant des Casbah. Et parce que j'avais une résidence au Maroc, je pars 2 semaines avant. Et après, elle vient me rejoindre. Et tout le monde, même Eric Ercili, dit que
que mon garçon a été créé au Maroc. Ah. Donc, le garçon du Casbah. Et voilà un peu l'histoire. Et puis, à partir de là, comme Véronique attendait cet enfant, et donc il fallait que je m'organise, il fallait que je puisse prendre des responsabilités. Moi qui disais que là, on n'allait pas avec les enfants, comme d'habitude, mes contradictions. Et là, j'étais obligé de prouver que j'étais hors de ce discours-là. Et puis à partir de là, la structure s'en monte. Est-ce que tu as hésité quand l'enfant est arrivé? Non, j'ai senti. Ce qui se passe, c'est que... C'était pas exactement ton premier, à vrai dire. Non, c'était pas mon premier enfant, mais... on l'a oublié la première. Non, la première, c'est une histoire très antillaise. C'est-à-dire que moi, je fais de la danse, je rencontre une danseuse. Je ne sais pas si c'est antillaise. Elle est très antillaise, cette histoire. Je suis pas d'accord, mais bon, vas-y. Ouais. Et je rencontre une danseuse, et donc, finalement, elle tombe enceinte. Elle me dit... Mais pendant que tu es danseur aussi, toi-même. Pendant que je suis danseur, je pars en tournée. Mais tu n'as même pas 20 ans, en fait, t'as quel âge? Oui, j'avais 21 ans. Ouais. Et donc, je pars en tournée, et le père décide de la virer de la maison. Et donc, parce qu'elle est enceinte? Parce qu'elle est enceinte, et elle vit chez sa grand-mère. Et donc, la grand-mère... ça, c'est en Martinique. En Martinique. La grand-mère me reçoit tout ça, et le père ne veut pas que... il a tellement une force comment je pourrais dire, présence sur sa fille, et il décide de marier sa fille avec quelqu'un d'autre. Et donc moi, pourquoi pas toi? Parce que tu es dans parce que j'ai pas de métier, parce que je fais un travail qui n'est pas considéré comme un métier. Et tu as 21 ans? Oui, j'ai le temps. Oui, mais eux, à l'époque, quand une fille tombait enceinte, on la frappait et puis on la mettait dehors. Hein. Et la grand-mère reçoit ma copine, et donc elle va passer tout... elle va préparer l'arrivée de l'enfant là-bas, et entre-temps je suis en tournée, et j'arrive une semaine après que l'enfant soit né. Mais est-ce que pendant ce temps-là, tu es seul, ou tu as quand même le soutien de tes frères et sœurs, de ta mère, de ton père? À la limite, ils ne savent même pas ça. Ils ne savent même pas ça. Et ils ne savent pas ça aussi parce que c'est une histoire antillaise. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas le sentiment qu'il faut leur dire qu'ils peuvent t'aider, qu'ils peuvent faire quelque chose pour toi. À l'époque, je ne demandais pas. Jusqu'à présent, je demande très peu d'aide. Non, mais pas une aide, machin, mais juste non, une oreille. Je gardais cette histoire pour moi parce que déjà, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, et le temps de comprendre ce qu'elle m'expliquait, j'ai pris du temps pour comprendre. Et après, comme on avait une complicité incroyable, et c'est quelqu'un qui est vraiment fantastique, tu vois, et donc on a discuté tout ça, et puis elle me dit, bon, ça n'empêche pas que tu fasses ton travail, je vais me débrouiller avec mon père, et donc elle s'est battue. Elle s'est battue pour cette fille, tout ça. Et elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Voilà. Elle a 20 ans. Et puis... et donc toi, tu pars en tournée, je pars dans en ces tournée. Conditions-là. Oui, je pars. Et tu reviens, l'enfant arrive une semaine après. Arrive une semaine. Non, j'arrive une semaine après que l'enfant soit né. Et donc, je reviens comme beaucoup de personnes. J'avais fait un tour chez Tati. J'achète tous les trucs pour... Tati en France. En France, oui. J'achète tous les trucs... pour le bébé, hein, tu vois, je ne sais pas comment je vais être reçu, mais je suis complètement excité. Et quand j'arrive chez la fille, la grand-mère me dit qu'elle est chez son père. J'arrive chez son père me fout dehors, il me dit, bon, ok, tu n'as rien à faire ici. Rien, quoi. Tu n'as rien à faire ici, il me vient. Et tu vois plus l'enfant. Et donc je le vois pas. Tu vois pas du tout l'enfant. Ah non, c'était. Et tu vois plus la fille non plus. Plus la fille non plus. Et elle est dans une autre maison. Ouais, elle est avec quelqu'un d'autre. Et quelque part l'enfant est plus à toi. Non, et donc je sais qu'il y a un enfant, mais je savais rien du tout. Mais elle s'est vraiment mariée avec quelqu'un d'autre. Ah oui, le père l'a mariée avec quelqu'un d'autre. Et donc l'enfant est devenu l'enfant de ce nouveau couple. Le mec l'a reconnu. Ah carrément. Ah oui, le mec l'a reconnu. Et ce qui s'est passé, c'est que... Et puis quelques temps après, je crois que 5 ans après, je vais dans un carnaval
à Fort-de-France, et je rencontre la fille. Elle me dit, ah, mais je te présente ta fille, tout ça, etc. 5 ans après? Oui, 5 ans après. Donc l'enfant a 5 ans. Oui. Et donc, je dis, ah, et là, je retombe, parce que moi, dans ma tête, l'humiliation que j'ai eue, j'avais zappé tout ce monde-là dans ma vie. Ah, d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais fait un blackout, quoi. Ah ouais, j'avais zappé. Que tu vivais comme si tout ça n'existait pas. Oui, pour moi, ça n'existait pas. Et dans 5 ans après, c'est revenu. Et puis après 5 ans, ça arrive en boomerang. Et là, tu vois, et puis je les ai rencontrés plusieurs fois au carnaval. Pendant 3-4 ans, je les ai rencontrés à chaque fois au carnaval. Voilà. Mais par contre, la mère, elle a fait un travail incroyable. Ils avaient tous les documents sur moi. Elle a toujours parlé de moi. Ils avaient tous les documents sur moi pendant toute la vie, tu vois. J'ai quelqu'un qui m'a fait ça aussi une fois. Et le deuxième, qui est en fait un peu le premier, arrive combien de temps après tout ça Arrive... 15 ans pratiquement, non 12 ans après, oui. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Et, mais là, tu n'es toujours pas sorti de l'auberge en tant qu'artiste, dans un sens. Non. Et là, c'est bon, tu commences à te dire, bon, faut qu'on fasse, Ah oui, il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose, quoi. Ouais. Et là encore, tu batailles. Je bataille. Et puis, je fais une première exposition où je gagne de l'argent, qui est cette exposition de l'enfant des Casbah. Et à partir de là, il y a des gens qui commencent à me suivre, dont Maître Laure, qui m'achète toute une série. Oui, qui était Lucie Justice. On va saluer sa veuve si elle nous écoute. Oui, qui a commencé à m'encourager. Et puis il y a Hamid qui vient m'encourager, qui permet à des gens de m'acheter aussi. Et Hamid, c'est un artiste qui avait une place importante du Maroc, je crois. Il était marocain. Oui. Qui aussi a disparu. On peut aussi saluer sa veuve. Ça fait 2 veuves d'un coup. Oui. Et donc, j'ai eu beaucoup de soutien qui m'a permis d'avancer. Et puis j'avais un besoin de partager aussi, et donc j'ai créé des événements qui me permettaient de faire des artistes travailler, mais qui me faisaient moi aussi de travailler. Voilà. Ouais. Et donc tu crées notamment, enfin plusieurs, ça vient petit à petit. Ouais. Et puis je t'invite à venir à New York. À New York, oui. À New York Independent Art Fair. Et juste après, pratiquement un an après, tu arrives à convaincre le maire du Marin de créer... Le marché d'art contemporain. C'est ça. Oui. Et ça dure 10 ans. Ça dure 10 ans, oui. Un marché qui ressemble beaucoup à Pool Art Fair au bout du compte. Oui, c'est le même... C'est dans la lignée. C'est le même aligné. Le seul truc qui se passe, c'est que ça se passe dans une rue. Ouais. Non, ça se passe pas dans une rue, ça se passe dans la rue. Dans la rue, oui. Mais c'est sur plusieurs rues. Plusieurs rues, c'est ça. Voilà, c'est pas juste une rue. Et c'est marrant parce que je trouve qu'on a un peu ça en commun, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on part un peu à l'étranger à montrer notre travail, et puis on organise aussi de grandes expositions dans nos îles respectives, quoi. Oui. Mais ton travail de peinture qu'on a vu un petit peu, pendant que tu parlais, c'est pas assez. Mais tu fais aussi pas mal de performances. Oui. On va regarder quelques photos. Je vois s'ils sont toujours avec nous à la régie. Là, c'est assez récent. C'est assez récent, c'est en 2017, à la Triumph. Et là? Là, c'était chez moi. Je faisais ça pour des gens qui étaient venus de la Caraïbe. Quand tu dis que tu faisais ça pour les gens, est-ce qu'on peut retourner à l'ancienne diapositive? Oui, pas celle-là, celle d'après. Quand tu dis que tu faisais ça pour des gens qui étaient venus de la Caraïbe, c'est-à-dire? C'est une délégation qui était venue visiter les infrastructures culturelles de Martinique. Donc ils sont venus chez toi aussi, dans ton atelier? Oui, ils sont venus voir mon atelier. Et donc tu leur as fait une sorte de performance privée, quoi. Privée, oui, c'est ça. C'est ça. Et ce qu'on voit ici, c'est la photo d'une des performances. Oui. Mais c'est pas une photo à part entière, je veux dire. Non, c'est pas une photo à part entière. D'accord. Et c'est assez similaire de ce qu'on voit juste avant, que tu as sur la tête. Est-ce que c'est le même objet ou tu as refait? Non, c'est un autre objet que j'ai fait. Fait avec les mêmes choses? Avec les feuilles de multipliants. C'est ça, oui. Ok. Et la prochaine, il y en a une autre où en fait celle-ci? Ah, là, c'était à Sainte-Lucie avec Alfred Fantôme, Joby Bernabé, il y avait pas mal de monde. C'est à l'Institut français de Sainte-Lucie. C'est ça. Et je sais pas si on a une autre, celle-ci? Là, c'était au Pool Art Fair, hein.
Non, pas pour l'enfer, c'était à la galerie TNT. À TNT, peut-être, oui. Et là, c'est là où on voit. Et ça, c'est plus installation que ça, c'est performance. mon installation à la Fondation Clément dans mon exposition de 1997. 97 de 2017. Oui, 2017. Pas pareil. De 2017. Est-ce qu'on peut revenir à celle d'avant? Parce que c'est une ou pas celle-là, celle où en noir et blanc, plus en noir. Voilà, merci. C'est ici, en fait, c'est là où, quand tu disais à un moment que la peinture, c'est le geste. Oui. Et en fait, ici, c'est là où ça se manifeste le plus, je trouve, dans tes grands formats. Oui. Et dans les petits aussi, mais c'est-à-dire qu'en fait, comme tu le fais en public, et donc les personnes assistent à une sorte de chorégraphie picturale, quoi. Où voilà, tu dépasses un peu les contraintes de ton corps pour les... Tu partages... pour moi, hein, tu partages la chose artistique. C'est que quand tu fais de la danse, toute la chose artistique repose à 100% sur ton corps. Alors que quand tu fais ça, la chose artistique, tu la délègues un peu. C'est vrai. Mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est portée par ton corps, l'autre partie est portée par le mur, quelque part. Oui. Tu vois, et le résultat est entre les deux. Et je pense que quand on vous regarde les œuvres que tu fais comme ça, quand on les regarde comme ça, on les voit différemment. Et puis, elles peuvent dans une certaine mesure pas être jugées comme une fresque lambda qui en réalité n'a la charge artistique que sur la fresque elle-même. C'est sûr. Tu vois, enfin bon, ça c'est mon point de vue. Et pour finir, on va faire un petit tour au niveau de la politique. On en a déjà un petit peu parlé au début avec ta vidéo, mais il y a des choses que tu as faites qui interpellent un peu plus. Je voulais faire toute une émission sur ce cas-là. Et finalement, on ne l'a pas faite, on la fera peut-être. Ici, c'est une photo d'un endroit au Marin. Oui. Et donc, au Marin, tu as réussi à convaincre le maire de créer une foire d'art contemporain que tu as dirigée pendant 10 ans. Oui. Mais en même temps, la relation avec le maire en tant que politique, parce que lui, il a ses exigences politiques. Toi, tu as ce que tu penses être des exigences artistiques. Oui. Toi, tu réponds à ta vision d'artiste. Et parfois, il y a ça se rencontre pas forcément bien. C'est sûr. Et donc dans cette photo ici, on a qu'est-ce qui se passe dans cette photo? Alors dans cette photo, c'est un mur que je fais. Mais déjà la case non bleue, ça existe toujours. C'est quoi? C'était l'ancien office du tourisme du Marin. D'accord. Et donc tu avais fait une fresque sur le bâtiment de droite ou sur la partie gauche en bas? Sur la partie gauche en bas. Et ce qui est le long du trottoir. Le long du trottoir. C'est là où ta fresque était. Oui, c'est là que la fresque était. Oui. Et un jour? Et puis un jour, j'arrive, le maire avait donné l'autorisation de l'effacer. Et ils ont effacé les peintres de la ville du Marin, là complètement... les peintres en bâtiment. Les peintres en bâtiment. Mais c'est marrant comment tu parles des fois, parce que tu dis, le maire avait donné l'autorisation de l'effacer. Ouais. Ça fait comme si c'est quelqu'un d'autre qui voulait l'effacer, qui a demandé au maire est-ce qu'on peut l'effacer, et le maire a dit bon ben d'accord, allez-y. C'est pas la même chose que de dire le maire a demandé à ce que ton œuvre soit effacée. Ouais. C'est lequel? Le maire l'a effacé. C'est simplement demandé à ce que ça n'existe plus. Et à cause de quoi? À cause déjà, ils m'ont fait quelque chose qui n'était pas très intéressant par rapport au marché d'art contemporain, parce que le maire m'avait demandé de déposer un dossier, comme j'avais l'habitude de faire, pour parler du prochain marché. Et quand j'ai déposé le dossier pour le prochain marché, finalement, la DAC avait reçu un autre dossier de la ville du Marin sous le nom de quelqu'un d'autre. Donc du coup, en fait, il y a eu... Donc en fait, il y a eu un conflit entre toi. Il y a eu un conflit concernant le marché. Le marché, oui. Concernant la paternité et le contrôle, en fait, finalement, du marché d'art contemporain. Et comme toi, tu t'es plaint, en fait, c'est-à-dire que tu t'es pas laissé faire. Je me suis pas laissé faire. Ouais. Et tu as eu comme sanction d'être effacé, mais disons qu'il y a une volonté, il y a le fait de repeindre un mur. Mais quelque part, il y a la volonté d'effacer tout ce que j'ai fait. C'est ça. Et donc, tellement qu'il y avait... Mais pas seulement ce que tu as fait, mais aussi ce que tu es en tant qu'artiste, quoi. C'est sûr. Et est-ce que quelque part,
C'est une mauvaise question, hein. Vas-y. Mais est-ce que quelque part, il pourrait réussir? Réussir à quoi? Tu sais, dans l'histoire, moi j'ai fait un travail, j'ai fait plus 2 ou 3 expos sur l'œuvre de René Maran. Oui. Tu sais, Batoila. Batoila. Qui en fait était le premier Goncourt noir. Mais j'ai été surpris parce que j'ai eu connaissance de cet ouvrage, j'avais plus de 40 ans. Et pour moi, le premier Goncourt noir a toujours été Chamoiseau, ouais. Patrick Chamoiseau. Tu vois? Et donc, il y a une sorte d'invisibilisation qui a été faite de René Maran et de l'ensemble de son œuvre. Tu vois? Et de la même façon, j'ai trouvé qu'il y a eu quelque chose de similaire, je ne sais plus pour qui, j'avais l'idée juste là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça arrive dans l'histoire. Tu vois? Qu'un artiste fasse vraiment beaucoup de son contemporain, mais qui, à cause beaucoup des politiques, finalement un peu disparaissent. Tu vois, je parle en littérature encore, hein, je pense à Léon Gontran Damas, tu vois, dans l'idée, et même aussi René Maran, dans l'idée de la paternité du mouvement de la négritude, tu vois. En fait, ce sont des artistes qui quand même étaient aussi beaucoup plus virulents, et par conséquent peut-être qui était une figure moins avec lesquelles on pouvait moins travailler que la figure de certains écrivains comme Senghor, comme Césaire, qui étaient très forts intellectuellement, qui étaient aussi, on peut pas dire qu'ils étaient gentils avec le pouvoir en place, tu vois, mais dont la plume et la littérature étaient moins virulentes, quoi, disons. Est-ce que tu penses que ce genre de choses peuvent encore arriver ou même t'arriver? Bon, m'arriver non, parce que maintenant je sais comment faire, mais ça peut arriver toujours, parce que le problème qui se passe, c'est que je me suis toujours dit, hein, et j'ai toujours dit depuis 2009, la Martinique est devenue un peu un pays folklorique, du folklore. Parce que dès que tu sors du folklore et tu essaies de faire évoluer ce folklore-là, c'est-à-dire que tu puisses dans le folklore pour que tu puisses faire un truc culturel, on te casse. Et donc c'est pourquoi beaucoup de projets artistiques en Martinique n'arrivent pas à résister plus de 10 ans. Parce que je pense que le pouvoir politique a peur que, comment je pourrais dire, que le savoir colonise ce que je peux dire, les populations. Et donc, automatiquement, dès que tu commences à faire un truc, les gens commencent à avoir une certaine émancipation culturelle, là, le pouvoir politique casse tout. Et jusqu'à présent, la Martinique a eu beaucoup de projets, mais économiques et culturels, qui a été complètement bousillé parce que les politiques ont peur, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'émancipation. Ils ont peur qu'on détruise les statues de Schellcher. Par contre, là, c'était... Là, la statue... on va regarder une série de photos. Ah ouais. Ça, c'est un montage photographique. Oui, c'est un montage photographique que j'avais fait à la suite de la destruction des statues. Et comme je prenais un discours qu'il fallait mieux que les gens puissent prendre la statue, la déplacer autre part, et donc j'ai fait cette image. Il n'y a pas que celle-là, il y en a plusieurs. On va y regarder. L'amener dans le champ de Cannes, oui. Celle-ci notamment. Celle-ci est debout. Celle-ci, par contre, c'est pourquoi j'avais râlé quand cet événement s'était fait en Martinique, parce que c'était une Martiniquaise qui l'avait fait. Qui avait fait quoi? Cette statue-là de Schellcher. C'est Marie-Thérèse Lhomme-Fou, qui est une artiste martiniquaise, qui a écrit beaucoup de contes, qui a répertorié des choses du patrimoine, qui a vraiment œuvré pour que la culture, le patrimoine martiniquais ne puisse pas disparaître. Et que les jeunes qui ont fait ça ne savaient même pas qu'elle existait. Est-ce qu'ils ont besoin? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, je sais. Mais pour moi je me dis que c'est facile à détruire des choses, mais c'est difficile à le conserver. Mais est-ce que parfois, il faut pas détruire? Surtout le patrimoine, non. Si tu veux construire une maison, tu es obligé d'arracher quelques arbres.
Oui, mais par contre, je me dis que quand on a une culture comme nous sommes en train de créer une culture. Moi, je dis souvent que la Martinique n'a pas de culture. Mais là, c'est un autre débat. Mais oui. pour la sculpture, parce qu'on a fait une émission sur ça, tu vois. Et le thème de l'émission, c'était de savoir si l'artiste pouvait échapper à l'idéologie politique, quelque chose dans le genre. Oui. Moi, ce que je défendais, c'est qu'au bout d'un moment, quel que soit un objet quelconque, aux Antilles, la chaîne, par exemple, tu vois, dans certains pays, les gens regardent des chaînes, peut-être ça leur fera penser au bateau, tu vois, à la chaîne. Donc ici, tu as une chaîne, si on te demande ce que ça représente, la plupart du temps, l'esclavage va revenir. Oui. Donc, un objet, quel qu'il soit, une sculpture, certainement, peut avoir une certaine charge idéologique, tu vois, due à l'histoire, au débat ambiant, à la politique, au positionnement, etc. Tu vois. Et à quel moment est-ce que la sculpture perd sa puissance ou sa force artistique au détriment de sa représentation idéologique? Tu vois, parce que la sculpture de Marie-Thérèse Longfo, en fait, elle a perdu sa charge artistique. Parce que tous ces gens, en fait, qui passent devant, qui l'utilisent pour rendre hommage à Schellcher, à l'abolition de l'esclavage, etc., en permanence. Les enfants, parce que ces filles-là, elles sont jeunes, donc elles ont grandi en passant devant cette sculpture. Et pour elles, cette sculpture n'a plus sa charge artistique, elle n'a que sa charge idéologique. Oui, mais... Et à ce moment-là, quand elle casse ça, elle ne casse plus une sculpture, elle casse une charge idéologique. Ce que tu dis, c'est que c'est quand même une sculpture. Mais ce que moi je dis, c'est où va la responsabilité de l'artiste dans la considération et dans la lutte qu'il doit avoir face à la pression idéologique. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que l'artiste, ne doit pas finalement se battre pour que sa sculpture ne tombe pas trop du côté de la pression idéologique, c'est-à-dire soit récupérée par cette espèce de pression, quitte à décider de ne pas participer. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu dis, mais par contre pour cette affaire-là, je me dis que nous sommes en train de créer une culture, et dans cette culture-là, on a besoin des repères. Et nos repères, c'est notre histoire. Mais à quel prix? Parce que le repère ne peut pas être celui qu'on nous donne. Non, il faut que ça soit celui qu'on choisit. Non. C'est-à-dire que moi, je pense sincèrement qu'on a besoin de repères. Et ces repères-là, nous avons une histoire. Et cette histoire-là était symbolisée par des objets. Ça peut être les forts, ça peut être les digues à l'époque qu'on faisait avec les pierres, tout ça. Et avec ces trucs-là, je pense que ça nous permet d'avancer vers des choses. Et que les gens qui cassent des objets, ils ne cassent pas l'objet parce que l'objet dit quelque chose. Ils cassent parce qu'eux, ils interprètent l'objet d'une autre façon. C'est-à-dire que moi je dis qu'un objet, moi je peux décider demain matin de mettre une bouteille à un endroit et de dire que c'est Bonaparte. Et quelqu'un va passer quelques années après, va dire, mais Abdaffa dit c'est Bonaparte, mais c'est pas Bonaparte, c'est une bouteille, je le casse. Et donc je me dis, il y a un moment, il faut que nous, surtout cette culture qui est en train de créer, nous sommes en train de créer quelque chose, on doit tenir compte de notre passé. Et les sculptures, même si ça ne plaise pas, même si ça raconte l'histoire de la colonisation, même si ça raconte tout ce qu'on veut, on doit le respecter. On doit le respecter, on doit le mettre dans un lieu. Mais tu vois, c'est là où je dis des fois que tu te contredis. Okay. Parce que tu vois, quand tu dis que tu mets une bouteille remplie de peinture rouge quelque part, et tu dis que c'est ça, et qu'après quelqu'un d'autre passe et dit non, c'est ça, qui a raison? Personne n'a raison. Et c'est ce qui est intéressant. I don't know. et donc, ce qui se passe, je me dis que ça a été... Et tellement que j'avais raison, malheureusement. J'avais raison. J'avais dit, quand les gens commencent à casser les sculptures, ça amène au fascisme. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, on voit depuis cette période-là, la Martinique est en déclin politique, économique,
artistique, culturel. I don't know. Thank you very much. I will see you next time.